Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois ce soir parmi nous pour parler d'un phénomène céleste qui intrigue particulièrement, davantage aujourd'hui puisqu'on en voit de plus en plus sous nos latitudes. J'ai bien sûr nommé les aurores boréales. Donc, comme d'habitude, nous allons attendre juste quelques minutes. Je vais introduire doucement cette conférence pour que chacun et chacune ait le temps de nous rejoindre. On va être nombreux ce soir. Donc, comme d'habitude, vous avez une barre latérale avec un chat sur lequel vous pouvez bien sûr communiquer et puis poser toutes vos questions si vous en avez tout au long de la conférence. Alors, on répondra de temps en temps aux questions au fil de la conférence et puis surtout, on aura un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation pour que nos deux intervenants puissent vous répondre plus précisément. Justement, nos deux intervenants, donc avec nous ce soir, Christophe Pérez, physicien de formation qui a toujours été attiré par le Grand Nord et qui se découvre une passion pour les aurores boréales depuis un voyage en Finlande, je crois bien, à la fin des années 90. Il a d'ailleurs publié un livre, un ouvrage dédié aux aurores boréales et australes aux éditions de l'Escargot Savant, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Et puis notre deuxième intervenant, Xavier Allard, que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être, puisque il est guide polaire et accompagne nos voyages grands espaces depuis maintenant 10 ans, notamment en Norvège, où nos passagers observent chaque année ce ciel qui danse et qui anime donc les cieux de ces latitudes. Nous allons donc pouvoir commencer cette présentation avec donc Christophe Pérez. Bonsoir Christophe. Eh bien, bonsoir à tous et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Ayant été moi-même guide pour Grands Espaces il y a quelque temps, je me réjouis de vous présenter une brève histoire des sciences qui accompagnent les aurores. On a toujours cherché à les comprendre, hein. On les a observées depuis l'aube de l'humanité. Et puis, vous voyez à l'écran une photo assez récente du début du mois de novembre, depuis la Suisse, puisque maintenant j'habite en Suisse. C'est pas moi qui ai pris la photo, hein, non, c'est une webcam hypersensible. Et je voulais juste vous montrer cette image que vous avez dû voir sur les médias. Il y en a eu plusieurs, y compris en France, hein, qui était visible ce 5 novembre, un dimanche soir. Seulement, eh bien, ce n'était pas une aurore, au risque de vous décevoir. Disons que le phénomène qui cause les aurores boréales est complètement tout autre que celui qui a causé ces lumières rouges qui peuvent ressembler aux aurores. Donc voilà, c'était une fausse joie pour l'Europe centrale. Et on va venir dans le vif du sujet. Ici, une photo prise en Laponie finlandaise. Enfin, Laponie, on devrait plus dire Laponie d'ailleurs, en territoire sami. Hein, comme on ne dit plus les Lapons, mais les Samis, ça j'y tiens personnellement. Cette photo, vous voyez la pleine lune, quand certains s'inquiètent quand ils voyagent et que la pleine lune risque de polluer au niveau de la lumière, l'observation du ciel, vous voyez que ça a fait la couverture du livre, eh bien, il n'y a pas de souci pour observer ces aurores. Donc, on leur a donné un nom à ces aurores, 1621, Gassendi, un mathématicien français, savant en général, physicien, observe ces aurores depuis le sud de la France, Aix-en-Provence. Et c'est le premier à leur donner un nom, Aurora Borealis, qui signifie lumière du Nord. Ainsi, dans toutes les langues, depuis, on va appeler ça lumière du Nord. En anglais, Northern Lights. En allemand, on va faire des révisions de langue, hein, tant qu'on y est. Nordlicht, si vous voyagez en Norvège, Xavier, Nordljus.
Voilà, à chaque fois, on retrouve le terme lumière du Nord. Toutes les langues sauf une. Le pays que j'adore plus que tout, c'est la Finlande. Et en finnois, on va utiliser le mot Revantuli. Revantuli, et ici vous voyez Revantulet, le nom de l'œuvre au pluriel. Ça signifie en finnois les feux du renard. Parce que quand on a nommé ce phénomène, on a imaginé qu'un renard, avec sa queue, balayait la neige, envoyait des flocons de neige en suspension dans l'air qui réfléchissaient de la lumière. Donc on imaginait comme un phénomène optique, comme les gouttes d'eau pendant la pluie qui réfléchissent la lumière du soleil et nous font voir des arcs-en-ciel. Or, dans les aurores, dans l'image précédente, vous avez vu une aurore verte, il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, malgré le fait qu'on ait donné un nom en cherchant une explication au phénomène, l'explication n'est pas juste. Les aurores ne sont pas dues à une réflexion de lumière par un support matériel. Ainsi, au Groenland, on pensait aussi qu'un escalier de glace qui mène au paradis céleste réfléchissait de la lumière tenue par les torches des sages morts depuis longtemps lorsque l'âme d'un nouveau venu voulait accéder au paradis. Donc, à chaque fois qu'on invente une légende, c'est qu'on cherche une explication au phénomène. Là, si vous voyagez en Finlande, en territoire sami même, on va vous avertir, mesdames, de vous couvrir la tête ou de vous attacher les cheveux, puisque ces aurores, on raconte qu'elles risquent de vous attraper par les cheveux pour vous faire brûler tout là-haut. C'est pour ça que j'ai choisi cette image où on voit un petit peu une main qui descend vers la terre. Là, c'est comme vous avez titré la conférence de ce soir, le secret du ciel qui danse. Eh bien, pour les Amérindiens, c'est le danseur. Le danseur qui reflète le bonheur des âmes des morts. Plus les aurores sont brillantes et plus les morts sont heureux au paradis. Là, c'est plus une main, c'est le football, le footballeur. Arsar Nerit, en Inuktitut. Au Groenland, on imagine que ce sont les âmes des morts qui continuent à jouer au football avec un crâne de morse. Et à chaque fois qu'ils shootent dans le ballon, eh bien, ça provoque l'émission de lumière. Et là, c'est ma légende préférée, vraiment, parce que la conséquence des aurores, c'est bien dû à des chocs électriques. On va voir en détail dans l'histoire des sciences. Donc, on cherche à les expliquer depuis longtemps. Vous voyez ici, 16e siècle, depuis Nuremberg. On les observe et puis on en fait un dessin, une gravure. On imagine ça comme des flammes qui sortent de la voûte céleste, sur la gravure de gauche. À droite, on a l'explorateur Nansen qui, lui, dessine ça plus précisément, plus réaliste. Il dessine 3 rideaux. On parle souvent des rideaux de lumière qui ondulent dans le ciel nocturne. 3 rideaux parallèles. Et puis Nansen, qui avait du temps pendant ces hivernages, dessine toutes ces raies, tous ces petits traits perpendiculaires au bord du rideau. Eh bien, dans la réalité, ça va être des raies de lumière qui vont se mettre à vibrer, à se repousser comme avec un effet accordéon les unes des autres, et puis ces rideaux vont se mettre à onduler, se déplacer dans la voûte céleste. Là, à Genève, pas très loin de chez moi, à Lausanne, j'habite maintenant. À Genève, on a ce formidable musée d'histoire des sciences de la ville de Genève. On y retrouve une machine de 1860. Auguste Delarive est passionné par l'électricité, tous les phénomènes électriques. Il est appuyé par Faraday d'ailleurs. Non, pas Faraday, pardon, j'oublie toujours son nom, les paratonnerres et tout. Et puis, il est de bon ton d'étudier l'électricité à l'époque. Cette machine représente la Terre avec ses 2 atmosphères, boréale et australe. Si j'ai titré les aurores polaires, c'est bien que le phénomène est observable. Au nord, on va appeler aurore boréale, au sud, aurore australe. Et puis, Auguste Delarive rajoute
un bâton de fer doux que l'on voit dépasser dans les cloches boréales et australes, hein, à gauche, à droite. Bâton de fer doux qui va canaliser un champ magnétique. Et puis il pensait que de l'électricité s'évaporait des océans. Océan qui est salé, hein, avec des sels positifs, négatifs, et puis allait être propulsé par les vents à très haute altitude en direction des régions polaires, arctiques, antarctiques, et puis à cause d'accumulation d'électricité, eh bien, il était provoqué des décharges électriques, et quand il y a des décharges dans l'atmosphère, il y a émission de lumière. Donc, l'équipe du musée a reproduit la machine d'Auguste Delarive, puisqu'il en reste plus que trois, hein, une à Paris au musée des Arts et Métiers, une à Genève et puis une au musée de physique de Rome. Donc voilà, ils ont fait une reconstitution et puis par l'expérience, par des décharges électriques sous haute tension, dans cette atmosphère raréfiée dans les cloches à verre, il y a bien émission de lumière. Ok, on voit donc que s'il y a décharge électrique dans une atmosphère, il y a émission de lumière. Seulement, sa théorie était bien sûr complètement fausse. Là, on a parfois ça qui arrive dans les milieux scientifiques. Les résultats des expériences nous montrent bien ce que l'on voulait montrer, même si la théorie elle-même à la base est fausse. Donc attention, on se méfier. 19e siècle, 1860, on a des cartographies comme celle-ci qui nous montrent la zone hachurée, qui est l'ovale auroral. L'ovale auroral, c'est à une certaine heure de la journée. Vous voyez qu'il a une forme bien spéciale, cet ovale auroral. C'est là où s'étalent tous les rideaux de lumière. Et on voit qu'au centre, il n'y a rien. Là, il ne faut pas aller trop au nord pour observer les aurores. Il faut s'arrêter au bon endroit. C'est comme ça que des naturalistes, dont Montesquieu, en territoire sami, avaient observé des aurores boréales, lumière du nord, mais en regardant en direction du sud. Si vous voyagez en Norvège ou même jusqu'au Svalbard, ne regardez pas sans arrêt à l'horizon nord, surveillez aussi l'horizon sud. Xavier pourra peut-être nous en parler. Il arrive que les aurores boréales s'observent en direction du sud si nous sommes à l'intérieur de l'ovale. Là, c'est un ovale assez moyen et il peut s'étendre au cours de la nuit. On peut se retrouver à l'intérieur, donc. Voilà, premier point. Vous voyez sur cet ovale auroral une zone plus fine et une zone plus large. La zone plus large, c'est côté nuit. Ça veut dire qu'il y a plus d'aurores la nuit que le jour, ça tombe bien, hein, puisque en plein jour, on ne peut pas les observer. La lumière du jour vont les masquer. Troisième point, le plus important, vous voyez toutes ces lignes, ces longitudes qui se croisent en un point que l'on appelle le pôle nord géographique. Eh bien, le centre de l'ovale auroral n'est pas au pôle nord géographique. Mais comme certains le savent, c'est le pôle nord géomagnétique. C'est-à-dire que les aurores sont liées à l'activité magnétique de la Terre. Et comme ça, au 19e siècle, ça a été un des premiers indices pour comprendre les aurores. Votre pourcentage de chance d'observer des aurores, si vous choisissez d'aller en Arctique, hein, pour certaines et certains d'entre vous, et vous avez choisi, vous voyez, la zone où il y a un maximum de chance, l'Islande, le sud du Groenland, Grand Nord canadien, nord de l'Alaska, Sibérie, le territoire Sami actuellement. Là, vous êtes dans la zone où il y a 100% de chance d'observer des aurores lorsqu'il y en a. Et lorsque le ciel est dégagé, bien sûr. Hein. Ça va être un paramètre, ça va être le paramètre le plus important à voir le ciel dégagé, puisqu'elle se situe à très haute altitude, hein, comparée à notre atmosphère. Voilà. Donc, depuis la France et la Suisse, si tout le monde me suit, vous avez retrouvé France et Suisse, où ça se situe. Y a-t-il des chances d'observer des aurores? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse observer la zone bleu clair, où il y a entre 0,05 et 1% de chance.
Donc oui, les chances ne sont pas nulles. Il est possible d'observer les aurores depuis la France et la Suisse. Là, c'est quasiment à la frontière suisse-française. C'est au col de la Faucille, si certains connaissent. Et on a ce monsieur, Robert Chalma, qui a observé pendant 25 minutes des raies rouges se déplacer à l'horizon nord. Il a choisi cet endroit qui est bien dégagé, pas de pollution lumineuse, en altitude, pour pas être gêné par l'horizon, hein, et observer ces aurores boréales. Là, c'était de vraies aurores boréales. Le rouge se situe au-dessus de la lumière verte produite dans les aurores. Donc, on peut imaginer derrière l'horizon les aurores vertes, visibles depuis bien plus au nord. Et voilà, ça arrive, mais c'est rare quand même. Là, c'était en 2001, 31 mars 2001, un événement exceptionnel. Vous avez sur cette image l'ovale auroral à une certaine heure. Et puis, vous voyez que la Terre est ronde, hein, c'est pas une surprise. Eh bien, si nous sommes trop loin de l'ovale, l'horizon va nous cacher ses aurores. Si nous nous rapprochons des aurores, de l'ovale, on les verra quand même vers l'horizon nord, assez basse. Si on se rapproche encore plus, ou si l'ovale auroral évolue au cours de la nuit, hein, il a un rayon moyen de 3000 km, vous commencerez à voir les draperies lumineuses. Avec le rouge en haut, le vert en bas, toujours dans le même ordre. Là, c'est une photo prise en territoire sami finlandais. Et si vous avez encore plus de chance, voilà ce qu'on appelle la couronne. La couronne, vous les avez au-dessus de vos têtes, ces aurores. Et vous avez plusieurs rideaux qui vont se mettre à danser très violemment, très rapidement. Le point de fuite de ces traits lumineux, hein, ces raies lumineuses que Nansen avait gravées dans le bois, eh bien, le point de fuite, c'est le zénith magnétique, qui est différent du zénith géographique. Donc, vous avez la couronne, vous êtes couronné, reine et roi des aurores. Voilà ce qu'on appelle le bandeau. Vous voyez deux photos prises à 3 minutes d'intervalle. Donc, ça peut durer quelques minutes à quelques heures. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre indice d'aurore dans le ciel, voilà, il faut bien se préparer et puis se préparer aussi à attendre peut-être plusieurs heures dans le froid. Alors c'est surtout les pieds qui craignent le plus. Il faut s'équiper de bonnes bottes. Et quand on a plus de chance, alors là, ces rideaux s'enroulent sur eux-mêmes, des spirales qui vont se faire ou se défaire très rapidement. Et est-ce que on pourrait avoir une estimation de la longueur de cette spirale? Je ne sais pas, essayer de réfléchir, de penser à la grandeur du phénomène. Est-ce que ça va être en mètres, kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines? Je ne sais pas si sur le chat, on pourrait peut-être avoir des estimations. Donc toute la spirale, hein, du début à la fin. Est-ce que certains, Alors, est-ce on dit en qu'on peut kilomètres, voir? 10 Alors en kilomètres. kilomètres, 10 kilomètres, Laureline, vous dites? Alors, on me dit 10, sur le chat, ouais. on dit 10 kilomètres sur le chat. Oui. Alors, on en est loin. L'épaisseur de la lumière verte, hein, donc à la verticale, toute cette émission de lumière verte mesure environ une centaine de kilomètres. Je vous laisse additionner ces morceaux de 100 km après 100 km. La spirale doit mesurer dans les 2000 à 3000 km. Donc, c'est le phénomène le plus grand qu'on puisse observer depuis notre surface terrestre. Phénomène atmosphérique, hein, ça reste quand même l'atmosphère, même s'il est extrêmement ténu. Donc, c'est la chose, pour moi, la plus grande qu'on puisse observer. Les astronautes, eux, ont encore plus de chance que nous, puisque dans la station orbitale, dans ISS, voilà, ils sont à l'altitude de la lumière rouge émise au-dessus du vert. Donc la station orbitale à 400 km d'altitude, il leur arrive, d'ailleurs, on peut retrouver sur Internet une vidéo de Thomas Pesquet qui raconte et qui nous montre en images
traverser la lumière rouge avec la station orbitale. Donc eux voient la totalité de l'ovale auroral. Alors oui, la vidéo c'est ça. Mais... si vous voulez prendre la référence, puisque là on ne peut pas visionner de vidéo, donc c'est une vidéo de l'ESA, l'Agence européenne spatiale, et puis Thomas Pesquet, octobre 2021. Voilà. Je vous conseille de regarder cette vidéo, c'est absolument extraordinaire. Quand allez-vous partir en vacances? En été, à l'automne, hiver. On dit qu'il y a plus d'aurores l'hiver que l'été. Bon, c'est complètement faux, hein. Mais seulement, voilà quelques rappels. Ça remonte à loin, hein, pour certaines, certains. En classe, on voit ça. La Terre tourne autour du Soleil avec un axe de rotation, ici incliné vers la gauche, mais surtout incliné toujours dans la même direction. Et puis la Terre fait un tour du Soleil en un an. Et vous voyez que cette inclinaison fixe, même si l'axe tourne un peu sur lui-même, comme ça pour être précis, comme une toupie, fait que l'hiver, les nuits sont plus courtes, plus longues, pardon. Et puis l'été, ce sont les jours qui sont plus longs. Donc, si la nuit est plus longue l'hiver, eh bien, on a un maximum d'observer les aurores, puisqu'elles ont lieu autant le jour que la nuit. Seulement, on peut les observer que la nuit. Donc, à partir de l'automne et jusqu'au printemps, il m'est arrivé d'en voir exceptionnellement dans le crépuscule de la fin du mois d'août, des aurores exceptionnelles, donc assez lumineuses, pour pouvoir les observer dans le crépuscule. Et puis, il m'est arrivé aussi en avril, à milieu du mois d'avril, avec un crépuscule aussi de 4 heures. Mais si on a la chance d'avoir des fortes aurores, eh bien, on peut les voir. Donc, voilà pourquoi on conseille toujours d'aller observer de octobre à mars, en gros. Hein, Xavier pourra nous en parler plus en détail. Maintenant, ce n'est plus la Terre que l'on observe, c'est le Soleil. Donc, l'on observe, non, c'était Galilée qui observait le Soleil. Ça a été le premier à avoir l'idée de diriger vers le Soleil une lunette astronomique. Il ne regardait pas directement à l'œil nu, non, il projetait sur un écran. Vous pouvez faire la même chose avec une paire de jumelles. Grâce à la paire de jumelles, vous alignez dans l'axe du Soleil, vous mettez un écran blanc derrière, et puis vous projetez sur l'écran blanc une image du Soleil. Vous obtiendrez une image du Soleil à peu près grosse comme ça. C'est ce que Galilée obtenait avec sa lunette. La lunette de Galilée avait la puissance de nos jumelles actuelles. Mais il avait des très bons yeux. Et pour ceux qui connaissent ces images du Soleil avec ces taches noires, moi, ça m'épate toujours encore aujourd'hui de retrouver ces images, je m'en lasse pas, d'une précision extraordinaire. Donc j'ai dit le mot, hein, tache noire. Galilée a eu le courage, même si c'est pas lui qui les a découvertes en premier, hein, 2-3 ans avant ses dessins, des moines, un moine allemand, Christoph Steiner, avait notamment repéré ces taches noires. Mais Galilée a été le premier à avoir le courage de publier ces images. Il fallait faire attention à l'époque, hein, à tout ce qu'on disait. Copernic en a fait des frais. Voilà, c'est l'astre divin. Quand même, par rapport à l'Église, il faut être méfiant. Donc, l'astre divin n'est pas pur. Non, il a des taches. Voilà ce que Galilée a eu le courage de dire. 1613, c'est le début de l'observation des taches noires solaires. Alors voilà aujourd'hui. C'était ce matin à 10h30. Le soleil n'est pas très très actif. Je vous ai gardé quand même une image plus impressionnante. 29 mars 2001, c'était le groupe de taches noires le plus gros qu'on ait observé depuis 30 ans. 29 mars 2001. Et voilà, le 1er février, donc 3 jours après, les aurores étaient visibles depuis Nice. Aurore rouge. Le reste, le vert, caché derrière l'horizon, mais quand même depuis Nice.
Donc, y aurait-il un hasard? Un ethnologue, photographe, Tromholt, danois, a la très bonne idée, puisqu'il part en Finlande à observer les aurores, faire des mesures, à Sodankela. Et puis, il a la très bonne idée, c'est le premier à avoir cette idée, de faire cette courbe, de ce graphique. En trait plein, vous avez le nombre de jours avec des aurores, et en pointillé, le nombre de taches noires sur le soleil. On peut voir vraiment qu'il y a corrélation entre les deux, hein. Quand il y a des taches noires sur le soleil, il y a des aurores. Alors depuis, on compte. On compte les taches noires. Vous voyez à gauche, sur l'échelle de temps, 1613, Galilée commence à les compter. Et puis, bon, c'est un petit peu anarchique, hein. Il n'y a pas beaucoup de comptage, on n'a pas beaucoup de témoignages, mais quand même, on remarque rien d'exceptionnel. Et puis, 1650 jusqu'à 1720, il n'y a rien. C'est pas qu'on oublie de compter, hein. C'est que il n'y a pas de tache noire. Donc, c'est ce qu'on appelle le minimum de Maunder. Et ça correspond aussi à une mini-période glaciaire sur Terre, sans qu'on sache encore aujourd'hui pourquoi. Hein, il y a pas de lien, mais l'activité solaire et le climat terrestre sont liés. On n'a pas encore trouvé le lien réel, hein, scientifiquement. Et on voit que à partir de 1720-1730, les comptages se font beaucoup plus réguliers. 1740, c'est tous les jours. Et là, on remarque une chose, c'est que ce phénomène est périodique. Et là, on va décider, il y a un premier cycle solaire. Alors, on ne sait pas pourquoi il y a eu ce calme plat, pourquoi c'est revenu, pourquoi c'est périodique, avec un cycle de 11 ans. Il y a beaucoup de questions encore, hein, qui entourent le Soleil, et c'est ce qui est passionnant dans toutes ces sciences. Voilà, on en est au début encore des découvertes, on invente toutes sortes d'expériences pour comprendre. Comme par hasard, le Soleil a un champ magnétique qui s'inverse tous les 11 ans. Bien sûr, c'est pas un hasard, c'est lié. C'est lié, mais on ne sait pas encore comment. Et pourquoi 11 ans? Environ 11 ans. Donc voilà, de fil en aiguille, on en arrive à ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, novembre 2023. Vous voyez qu'on arrive à un maximum de cycles solaires, le cycle 25, on l'appelle. Ça veut dire s'il y a un maximum de taches noires, il y a un maximum d'aurores. En cas de minimum, donc comme vous l'avez dit, Laureline, ça fait 25 ans que je voyage, donc j'en suis à mon 3e cycle solaire. Rassurez-vous, en cas de minimum, il faut dire peut-être j'ai beaucoup de chance aussi, j'ai toujours vu des aurores. C'est-à-dire qu'en cas de minimum, on va observer les aurores 1, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et puis en ce moment, c'est quasiment tous les jours, hein. Donc voilà, là, c'est très prometteur puisque dans les maximums solaires et surtout dans la descente, les aurores sont encore plus violentes. Il y en aura peut-être moins, mais elles vont être plus violentes, plus spectaculaires donc. Donc ça nous laisse une bonne période pour voyager jusqu'en 2027-28 avec une fréquence aurorale somme toute très bonne. Sur une semaine de vacances, de voyage, on a de bonnes chances d'observer les aurores dans les années à venir, là. Voilà, et puis prochain minimum dans les années 2030 et quelques. Voilà. Donc là, ouais, ce cycle-là, on ne sait pas encore comment il va évoluer. La courbe rouge, c'est rien qu'une projection, c'est un modèle. Et puis avec un écart type, là, la zone grise. Et on est au-dessus des prévisions. Donc c'est assez positif. Le cycle peut aussi être plus court, c'est déjà arrivé, hein, que ce qu'on prévoit. Bref, on en est qu'au balbutiement, j'en balbutie d'ailleurs, de ces sciences solaires. Mais grossièrement, ça se suit. Ces taches noires sont à l'origine de tempêtes solaires. Vous avez une image ici du Soleil avec
au centre, donc des taches très blanches qui sont des zones à taches noires. Je vous ai mis les deux images sur le même écran. Vous voyez que à gauche, en haut, là où il y a des taches noires, eh bien au milieu, sur l'image du milieu, on voit que c'est des zones très actives. C'est une image prise pour observer les ultraviolets. Ces zones très actives, ce sont les éruptions solaires. Éruption, c'est de l'éjection de matière du Soleil. Donc, les taches noires sont les bases d'éruption. À droite du Soleil, vous voyez une grande bouffée, enfin une grande, comment on appelle ça? On appelle ça une protubérance, hein, d'ailleurs. Vous voyez un filament qui s'échappe du Soleil. Ce filament, il part d'une éruption. Il part donc d'une tache noire. Donc ces protubérances sont des boucles gigantesques qui rejoignent plusieurs taches noires entre elles. Mais ça reste quand même à proximité du Soleil. Ça reste dans l'atmosphère solaire, la matière coronale, on appelle ça la couronne solaire. Lorsque l'on masque le Soleil, on peut voir cette couronne solaire et puis on voit des bouffées de matière de la couronne, des CME, on appelle ça, lorsque ces protubérances se cassent, lorsque les mouvements sont si rapides, si violents, énergétiques, que ces boucles arrivent à se casser, eh bien, elles vont éjecter, elles vont propulser dans l'espace de la matière de l'atmosphère du Soleil. Cette matière coronale, elle est très simple. Ce sont principalement des protons, des électrons. Il va y avoir aussi des atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, mais principalement protons et électrons. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. J'ai une petite image de ce qui part du Soleil. Ouais, le Soleil fait un tour sur lui-même en 27 jours. Et c'est un peu comme un arrosoir. Un arrosoir, si vous avez un jardin, il y a ces tourniquets. Et lorsque de l'eau part, eh bien, ça fait une gerbe comme ça. Et on voit qu'il y a eu un départ de vent solaire. Sur l'image à gauche, ce grand cercle bleu avec les tourniquets, on y voit deux bouffées de CME, deux bouffées de vent solaire qui sont parties hier du Soleil et qui se dirigent vers la Terre qui est symbolisée en vert. Et puis le petit point rouge et le point bleu sont deux satellites. Donc vous avez la Terre qui est sur le chemin d'une bouffée, d'une CME, une bouffée de vent solaire, des particules électriques, protons et électrons, qui se déplacent à une vitesse comprise entre, allez, on va dire 30 et 3000 km par seconde. Bon, moins rapide que la lumière, certes, mais des particules de matière chargées électriquement qui se déplacent à ces vitesses-là, c'est quand même comparable au rayonnement ionisant émis lors de la radioactivité. Et là, vous voyez que nous sommes sur le trajet avec est-ce que je peux avoir l'image? Merci. Avec un impact prévu vers le 1er décembre. Entre le 1er et le 2 décembre. Donc, ça inquiète personne, j'espère. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Est-ce que nous, en Suisse, on a les abris anti-atomiques? En France, vous n'êtes pas bien munis de ce côté-là. Rassurez-vous, voilà notre bouclier naturel, le champ magnétique terrestre. Voilà, des lignes de champ magnétique. La Terre est un aimant, comme un aimant droit. Et puis, le vent solaire arrive par la gauche. Il va déformer ce champ magnétique. Et vous voyez, près des pôles magnétiques, on a les cornets nord et cornets sud, des entonnoirs à vent solaire. Donc la matière pourrait aller se précipiter dans ces cornets polaires magnétiques, sauf que non, elle n'a pas assez de vitesse. Elle est déviée derrière la Terre, et des électrons sont prisonniers, les petites flèches jaunes. Le vent solaire déforme ces lignes de champ magnétique bleu. Il y a des pincements magnétiques qui se cassent et qui accélèrent ces particules
côté nuit de la Terre, c'est pour ça qu'il y a plus d'aurores côté nuit que côté jour, et en direction des régions arctiques et antarctiques. Ça a été très rapide, hein, la description, mais voilà. Certaines missions ont même réussi à mesurer en envoyant des satellites vers ces reconnexions magnétiques qu'entre une reconnexion donc qui accélère les particules côté nuit et l'apparition d'aurore, il se passe 96 secondes, 96 secondes. Voilà. Dernier bouclier, l'atmosphère. Là, je vais aller très vite. Constitué principalement d'azote et d'oxygène. Plus on monte, moins il y a d'air. Jusqu'à 100 km, molécules d'azote. Jusqu'à 200 km, oxygène, qui devient de plus en plus rare, jusqu'à 500 km. Et lorsqu'on cogne de la matière avec des électrons, vous avez peut-être les lampes à économie d'énergie chez vous, ces tubes fluorescents, il y a un gaz, on y fait circuler des électrons, et quand un électron cogne un atome, ici d'oxygène, eh bien l'un des électrons de l'oxygène monte sur un niveau d'énergie supérieur, il est excité, il redescend à son niveau de repos en émettant un photon, une particule de lumière. Voilà, vraiment pour faire rapide, mais ça vous le reverrez à l'école pour certains. Lorsqu'il y a choc électrique avec un gaz émet que certaines Alors, je pense qu'il y a un petit bug, on ne vous entend plus, Christophe. Je ne sais pas si de votre côté, vous nous entendez. Xavier, est-ce que toi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Et c'est l'occasion justement que je puisse parler un petit peu parce que Christophe, il a beaucoup de choses à dire, hein, mais le temps passe, hein. Si on veut voir l'apéro à 19h30, il faut avancer. Oui, alors bon, j'ai l'impression qu'on a totalement effectivement été coupé de Christophe pour le moment. Du coup, ben, on va peut-être enchaîner avec ta présentation, quitte à ce qu'ils reviennent sur des points ou qu'ils répondent à des questions à la fin. Ouais, j'ai perdu. On l'a totalement perdu. Écoute, Xavier, je te laisse la main. Oui, ok, Euh, voilà, pour nous parler un petit peu des aurores, notamment en Norvège. d'accord. Alors, de toute façon, là, ce genre de conférence sur les aurores boréales, hein, durant les séjours que Grands Espaces propose dans différents coins du monde en Arctique, on revient sur ces thèmes-là justement pour expliquer un peu la formation des aurores boréales et autres phénomènes célestes. Alors, juste pour me présenter, moi c'est Xavier, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour Grands Espaces et c'est en 2017 que j'ai commencé à guider en Norvège, au niveau de Tromsø, qui est réputé pour être la capitale des aurores boréales. Parce que comme l'a montré Christophe tout à l'heure, hein, elle est vraiment sur un endroit où on a 100% de chances de voir des aurores boréales, même à faible intensité, hein, sauf bien sûr quand il y a un couvert nuageux où là l'observation est totalement impossible. Alors, la Norvège, c'est vraiment une belle destination, hein. Il n'y a pas que les aurores boréales. C'est pour ça, là, dans le petit diaporama que je vais vous montrer, j'ai pas mis des photos d'aurores boréales que j'ai pu faire, hein. Toutes les photos sont de moi. Certaines sont plus ou moins nettes. C'est pour vous expliquer un petit peu le choix lors de la croisière. Pourquoi est-ce qu'on va soit sur un quai pour débarquer, avoir une bonne stabilité, il y a des avantages et inconvénients, ou pourquoi des fois on reste sur le bateau pour pouvoir être bien à l'ombre et surtout pas loin d'un endroit chaud pour pouvoir se réchauffer. Alors déjà, les aurores boréales, on peut les observer à partir de septembre jusque mars en Arctique. C'est pour ça que les séjours que Grands Espaces propose, on peut en voir assez tôt, hein. Cette année, j'étais sur un séjour au Groenland, ça s'appelait Pic et Glacier, où là, on a pu apercevoir déjà nos premiers phénomènes aurorales quasiment au mois de septembre. Alors là, c'était des belles observations parce que la journée, on observait les ours et la nuit, on guettait les aurores boréales. Ça fait que c'est vraiment de bons moments, de bons souvenirs. Et aussi en Islande, hein, c'est pour ça que cet hiver, il y a différents voyages dans ces destinations-là pour pouvoir optimiser la chance d'observer ces aurores boréales.
Alors là, moi, ce que je vais vous parler, c'est vraiment un peu de terrain, hein. C'est tout ce que j'ai pu vivre durant ces quelques années. J'ai pas fait plusieurs cycles, hein. Moi, j'ai commencé en bas d'un cycle. 2017, c'était le bas du cycle, et pourtant, on a pu observer de très belles aurores boréales. Alors, il n'y en avait pas tous les soirs, hein, parce que vu que c'était un cycle assez bas, on en voyait de très belles, un petit peu comme sur la photo, à peu près 2 ou 3 fois par croisière sur des séjours de 8 à 9 jours, ce qui fait qu'on était quand même assez chanceux. Et puis là, avec l'augmentation des éruptions solaires, bah, on a grande chance d'en voir assez régulièrement, même quotidiennement, bien sûr, toujours si le ciel est dégagé. Et comme le thème de ces séjours reste quand même les aurores boréales, et ben avec le capitaine, quand on fait un peu la navigation, on va toujours optimiser nos lieux comment dire, où l'on va passer la nuit, soit au mouillage, soit à quai, un endroit où, grâce aux cartes météo, Windy et autres, on peut avoir la couverture nuageuse des prochaines heures. Et là, on va se dire, on va aller se mettre dans cette petite baie ou dans ce petit village. Comme ça, on sait qu'on va avoir grande chance de voir des aurores boréales, parce que là, on aura beaucoup moins de nébulosité qui nous gêneront l'observation. Alors ça, c'est une aurore boréale que j'ai faite depuis le bateau. Alors on voit que ça bouge un petit peu. C'est dans le Renfjord au nord des Lingen. Alors là, on était en navigation, et puis vers 23 heures, le bateau a commencé à jeter l'ancre juste en face de ce petit village qu'on a été visiter le lendemain. Alors c'est un endroit où il n'y a pas de quai accessible pour le bateau, donc le choix était assez rapide. On savait que dans ce fjord, il n'y allait pas y avoir de nuages, mais l'inconvénient, on devait rester sur le bateau. Alors je reviens un petit peu aussi sur le matériel. Justement, je reviendrai sur le choix entre rester à terre, à quai, comme ça on peut débarquer, ou rester sur le bateau. Alors en matériel, certains viennent tout simplement avec des téléphones portables. Alors certes, ça ne fera pas des images qu'on va pouvoir imprimer en format poster pour pouvoir mettre fièrement chez soi, mais en tout cas, ça fait de très beaux résultats avec les iPhones qui ont des très bons capteurs, hein. Je voyais dans les chats, dans les commentaires, certains disaient que les appareils photo voit mieux les aurores boréales que notre œil. Bah oui, parce que l'appareil photo, lui, on peut mettre une pause longue, que l'œil humain, lui, c'est quelques centièmes de seconde. La lumière rentre sur nos bâtonnets, nos cônes, et tout de suite après, elle disparaît. Que l'appareil photo ou l'iPhone, le téléphone en général, eux, vont capter l'image et l'imprimer sur le récepteur, et après vont le traduire en photo compilée de plein de photons, comme l'a expliqué Christophe, hein, ces émissions de petites lumières qui vont venir imprégner l'image. Ça fait plus la pause sera longue et plus l'aurore boréale sera intense. Donc, ceux qui n'ont pas un gros équipement, allez pas investir dans du matériel assez trop cher, hein. Si vous avez un téléphone ou autre, ça peut déjà faire l'affaire. Ceux qui veulent avoir vraiment de très belles photos, là, je vous conseille d'avoir un appareil photo pas forcément ultra moderne, ultra haut de gamme, hein, un réflexe qu'on peut faire des pauses longues. Le mieux, c'est d'avoir un déclencheur à distance, soit par Wi-Fi ou manuel qu'on branche avec un petit câble, parce que là, il va falloir essayer de rechercher le parfait moment, c'est-à-dire pas du tout de vibration. Ça, c'est plutôt quand on est à quai sur un sol bien dur. Parce que des fois, juste le fait de venir toucher le déclencheur sur l'appareil photo, ça va faire une petite vibration. Et là, on va avoir un petit peu de flouté, soit sur les étoiles ou soit sur le premier plan. Alors, appareil photo, appareil réflexe numérique, et après aussi un déclencheur à distance, et aussi, bien sûr, il va falloir le trépied. Pour ceux qui veulent faire des photos à main levée, aussi bien à terre que sur le bateau, c'est quasiment impossible d'avoir quelque chose de net. Parce que vu qu'on fait quand même une pause assez longue pour pouvoir emmagasiner le maximum de lumière, rester sans respirer totalement statique pendant 3, 4, 5 secondes, c'est vraiment pas évident. Donc le trépied, c'est quelque chose vraiment de très important si vous voulez faire des photos très très nettes. Alors, comme je dis souvent, il ne faut pas attendre le début du séjour ou le moment où on va vous annoncer attention, il y a une aurore boréale dans le ciel, parce que combien de personnes j'ai déjà vu qui sont là, il y a une aurore, vite je sors mon matériel, sauf qu'ils le sortent tout juste du carton, ils ne savent pas du tout comment il marche. Et là, en fait, il va falloir énormément de temps pour comprendre comment est-ce que l'appareil photo fonctionne, régler l'ISO, régler l'ouverture, régler la profondeur de champ et ainsi de suite. Ça fait entraînez-vous chez vous, manipulez votre appareil, prenez le temps, faites des pauses longues en faisant des photos d'étoiles, ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'aurore boréale forcément. Vous allez dehors chez vous,
vous amusez à faire une pause longue jusqu'à ce que vous ayez votre premier plan net et les étoiles nettes. Et là, une fois qu'il y aura l'aurore boréale qui sera là, elle viendra égayer votre image. Mais préparez-vous bien en amont. Ça fait voilà un petit peu le matériel photo et aussi en objectif, prenez plutôt des grands angles du 16, 18 jusqu'à 24 mm parce qu'après tout ce qui est zoom et télézoom, en fait l'inconvénient c'est que vous allez zoomer dedans et la petite vibration, le petit mouvement qu'il va y avoir, ça va être encore multiplié et là, vous allez avoir une photo totalement floue. Que si vous avez un grand angle, et là, vous allez emmagasiner énormément de lumière et vous avoir une photo beaucoup plus nette avec un temps de pause beaucoup plus court. Et aussi après, il y a aussi le jeu un petit peu des ISO qui sont quelque chose qui permet justement aux récepteurs de l'appareil photo d'être très sensibles aux faibles lumières et de pouvoir emmagasiner un maximum de lumière en très peu de temps. Alors ça aussi, c'est pareil, durant les séjours, on prend le temps de vous parler justement de la formation scientifique, puis aussi après on prend le temps aussi avec vous pour régler les photos, vous expliquer le meilleur cadrage, les temps de pause, l'ISO, tout ce que je viens de vous expliquer un petit peu. Il y a aussi des cours de rattrapage, mais n'attendez pas le moment où l'aurore boréale est juste au-dessus de votre tête pour commencer à essayer d'apprendre comment fonctionne votre appareil photo. Alors là, je passe quelques images, parce que je parle pas mal, mais alors ça, c'est une autre photo, voilà, déjà un petit peu plus nette, toujours au même endroit, mais vous voyez, d'une photo à l'autre, on voit que ça change très rapidement. La luminosité, le bouger aussi, là, on voit que les étoiles sont un petit peu moins floues, comme le premier plan. Toujours au même endroit, on voit un petit peu l'évolution de l'aurore boréale. Ça va très vite. Vous vous souvenez des vitesses qu'a annoncé Christophe, 1000 km par seconde, ce qui fait que le flux de plasma, il danse au-dessus de notre tête. On voit un petit peu tous ces mouvements, ces couleurs. Là, on a vraiment la chance de voir le rideau, parce que les zones un petit peu au nord du cercle polaire, vers 69 degrés nord, c'est les endroits où il y a le plus de chances, et Tromsø est vraiment dans cet endroit-là, comme aussi Reykjavik, et aussi la côte ouest du Groenland, avec Ilulissat et ainsi de suite. Alors bien sûr, les thèmes sur les voyages en Norvège, c'est pas que les aurores boréales durant la nuit, il y a aussi les activités durant la journée. Alors soit les croisières vers le sud, plutôt Lofoten, on peut apercevoir aussi quelques mammifères marins, dont les cachalots, aussi les baleines à bosse quand on monte vers les Lingen à certaines périodes, et aussi en direction du Cap Nord. Ça fait vraiment des voyages assez complets entre la nuit à l'attente à la veille des aurores boréales et la journée des observations animalières, visites de petits villages et aussi de petites balades dans la nature norvégienne. Alors encore quelques photos. Voilà un peu les villages qu'on peut rencontrer. Ce sont vraiment des villages un peu carte postale, surtout en direction des Lofoten, aussi des Lingen. Il y a un petit village que j'aime bien aller, c'est Amnes, où là il y a un cadre. Vous verrez les dernières photos de mon diaporama, c'est un cadre exceptionnel pour la prise photographique. Où là il y a même une plateforme qui a été créée spécialement pour les aurores boréales. Parce que comme je disais tout à l'heure, soit on va à quai, soit on reste au mouillage. Alors pourquoi le choix quai-mouillage? Déjà, on va choisir l'endroit pas de nuages. S'il y a un quai, on va plutôt aller vers le quai, comme ça on peut débarquer du bateau, on va s'installer, on va attendre l'aurore boréale. Là, on aura des très belles photos, très nettes, très stables. L'inconvénient, c'est si l'aurore boréale met du temps à venir, il faut attendre quand même dehors, au froid, même si on est bien équipé. Ça, je reviendrai un petit peu sur l'équipement juste après. Alors, c'est un choix, soit on attend, il fait très froid, certaines personnes, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, commencent à renoncer, et là, une heure et demie après, paf, l'aurore boréale qui arrive. Alors, temps de rameuter tout le monde, des fois, c'est assez rapide, et donc l'observation est un petit peu moins bonne pour les moins courageux qui n'ont pas voulu lutter contre le froid. Mais là, c'est le mieux pour faire des photos très nettes, ça fait qu'on va quand même faire des débarquements à quai. Et l'autre inconvénient, c'est que souvent, les débarquements à quai, il y a des lumières de sécurité sur les ports, donc on est obligé de marcher une centaine de mètres sur le quai pour se trouver un bon coin à l'ombre. Alors ça, c'est pour la partie à terre, et après, des fois, on reste à bord. Certes, la photo sera un petit peu moins nette, mais par contre, là, on est dans des endroits totalement sombres, pas de lumière. On demande au capitaine de couper tous les feux et ainsi de suite. Là, on est dans le noir total. On observe,
Et là, il y a des scruteurs de ciel, aussi bien les guides que l'équipage ou même vous. Ceux qui voient les plus belles aurores boréales sont ceux qui scrutent le ciel le plus longtemps, le plus souvent. Et là, dès qu'il y a une aurore, on appuie sur un bouton. Maintenant, je vous parlerai aussi du bateau, l'Explorer. Avant, il fallait toquer à toutes les cabines. Maintenant, on a un interphone qui est général. Branle-bas de combat, debout, une belle aurore boréale. Et là, vous avez juste à bondir dans vos chaussons, à enfiler la combinaison. Et là, vous êtes dehors, prêt à prendre en photo les aurores boréales. Alors peut-être elles seront un petit peu moins nettes qu'à quai, mais en tout cas, dès que vous avez froid, vous pouvez rentrer à bord, boire un petit café, vous réchauffer. Dès que ça va mieux, vous ressortez. Vous voyez un petit peu le choix entre rester à bord du bateau ou aller à quai. Mais en tout cas, sur les croisières, on essaye un petit peu de varier les deux possibilités. Comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors bon, je slide un petit peu les photos, quelques belles images. Il n'y a pas que les lumières des aurores boréales, c'est vraiment des couleurs assez extraordinaires, aussi bien au lever qu'au coucher du soleil. Quand on est fin janvier, début février, on a vraiment des levées de soleil qui sont très lents, très traînants, ce qui fait qu'on a un ciel qui passe par tous les dégradés, du rose, du orange. Ça fait vraiment des photos un petit peu pastel, des aquarelles. Alors ça, sont des petits débarquements. Là, on voit sur l'image en bas à gauche un petit annexe, parce que vu qu'on est sur le bateau, on part en zodiaque, en petit annexe pour faire soit une petite croisière zodiaque à la recherche d'élan ou de quelques phoques qui sont venus se reposer dans une petite baie. Et après, on va faire des petits débarquements. Ça, c'est sur l'île du Sable, au niveau de Rapsundet. C'est un chenal qui est vers les Lofoten, dans les Lofoten, qui coupe les Lofoten en deux. Et là, on va se balader, faire une petite marche d'1 heure avec des raquettes ou juste se balader sur le terrain. Ça dépend un peu la saison où vous partez en Norvège ou dans les autres lieux, en Islande ou au Groenland. Mais en tout cas, en Norvège, il y a des séjours à l'automne et aussi en plein hiver. Voilà, c'est vraiment les images un peu de la Laponie, du Finnmark. Alors voilà encore une autre aurore boréale. Vous voyez là, beaucoup plus nette, parce que là on est à Reine, là c'est un village, un des plus beaux villages des Lofoten, et là on est à Quai. Vous voyez, il y a une lumière qui est quand même un petit peu plus jaune à cause de la ville, parce qu'on est proche de la ville, vu que les ports sont proches des villes, mais par contre on voit le ciel totalement net, les étoiles quasiment toutes nettes, et le premier plan très net. Voilà un petit peu la différence entre rester à bord et aller sur le terrain. Vous voyez, ça c'est vraiment assez incroyable. Là, l'image est vraiment très nette. Après, moi, je suis photographe amateur. J'ai appris sur le terrain à photographier les aurores boréales. J'ai pas un très gros matériel. J'ai un hybride, un Fuji X-T2. C'est pas une grosse évolution, ainsi de suite, avec mon trépied et un objectif 18-24, un peu grand angle. Et voilà un petit peu le type d'image qu'on peut faire. Même si le ciel est un petit peu nuageux, on arrive quand même à faire de très belles photos. Alors voilà le bateau sur lequel on navigue dans les fjords de Norvège. C'est un bateau qui fait un peu la migration, un peu comme les oiseaux. En hiver, il va passer son hiver en Norvège continentale, au Lofoten, au Cap Nord, en partant toujours de Tromsø. L'été, il va partir en direction du Spitsberg, après en faisant une petite virgule en direction du Groenland. Et là, après, il reviendra repasser sa saison d'hiver ici, du moins au nord, en direction de la Norvège. Alors, c'est un bateau qui est très confortable, assez grand. Là, on peut voir qu'il navigue au pied du massif des Lyngen, un très beau massif montagneux. Alors aussi, l'avantage quand on est sur le bateau qui a des aurores boréales, c'est que sur le bateau, il y a un jacuzzi, il y a un sauna. Alors beaucoup de personnes me font la réflexion le lendemain, me disent ah Xavier, tu sais, on était dans le jacuzzi à observer les aurores boréales. C'est des moments assez incroyables parce que c'est sûr, il y a toujours cette envie de faire la plus belle photo de l'aurore boréale, mais des fois juste de se poser, regarder les aurores boréales danser au-dessus de nous dans le jacuzzi ou depuis la fenêtre du sauna, c'est quand même des images, certes qui sont pas en photo, mais qui sont gravées dans nos mémoires. Je vous cache pas que même moi j'ai vécu l'expérience jacuzzi aurore boréale.
Alors encore quelques images. Alors justement là, vu qu'il fait quand même assez froid, hein, bon c'est pas un froid glacial, hein, ça reste quand même assez supportable. Comme je dis, c'est un peu l'hiver dans les Alpes, -5, +5. C'est un climat océanique avec le Gulf Stream. Et en plus de ça, sur le bateau, on prête quand même pas mal d'équipements, dont les chaussures, les bottes, qui sont de bonnes bottes bien chaudes, hein. Au début, tout le monde est un peu oh, tes bottes, on va pas aller faire du jardin, mais à la fin, tout le monde est content d'avoir les bottes parce que facile à enfiler, facile à enlever. On a toujours les pieds au sec et elles marchent, comment dire, elles vont très bien pour crapahuter dans le manteau neigeux. Et aussi, on prête les combinaisons. Ça, c'est bien parce que bottes combinaison, quand à 23h30, je passe un appel justement à l'interphone général, branle-bas de combat, les ordres sont de sortie. Là, vous sautez dans la combinaison, vous posez même pas, je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous, peut-être rien ou juste une petite nuisette. Et après, vous bondissez dans vos bottes et là, en quelques secondes, quelques minutes, vous êtes sur les points extérieurs à observer les aurores boréales. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir bottes et combinaisons chaudes à bord du bateau et surtout, ça évite d'avoir des gros sacs à dos remplis de doudounes et autres équipements qu'on n'a pas forcément besoin toute l'année. Alors ça, c'est quelques images, hein, l'image un peu des barres de glace, hein, c'est des petits clins d'œil un peu sur la Norvège. Ça, c'est quand on n'a pas eu assez froid, on va aller se réchauffer dans le bar de glace en sirotant un petit verre à Tromsø le dernier jour. Voilà un petit peu les paysages et les villages qu'on peut rencontrer. Ça, c'est Skrova, c'est au niveau des Lofoten, au large des Lofoten. C'est assez intéressant. C'est un ancien, encore un des derniers ports baleiniers actifs. Et aussi, il y a une saumonnerie, c'est un traitement où il y a tous les saumons d'élevage qui viennent. Et puis, on peut observer justement les ouvriers qui dépèsent, qui coupent, qui vident et ainsi de suite les poissons avant d'être livrés sous glace en Europe. Encore de belles photos, de beaux paysages, les grands ponts qui enjambent pour relier les îlots perdus des Lofoten. Bien sûr, les Lofoten sont connus aussi le nord de la Norvège. Alors je verrai si j'ai mis pas mal de photos aussi de la zone du Cap Nord, hein. C'est deux sites qui sont assez complémentaires. Ça vaut le coup de faire les deux séjours parce qu'on voit vraiment deux images de la Norvège bien différentes avec les Lofoten où il y a les pêcheurs de morues, de cabillaud, avec toutes ces petites embarcations, beaucoup de petits villages qui ont été préservés de la Seconde Guerre mondiale, moins dévastés que toute la partie Finnmark. Et ça fait vraiment comment dire, les montagnes qui tombent dans la mer. Alors les pêcheurs de cabillaud, de morue, hein, ça deviendra la morue séchée, on se balade et puis maintenant je commence à bien connaître des locaux. Ça fait souvent, on peut visiter un peu des pêcheries où ils sont en train de dépecer les poissons pour voir comment est-ce qu'ils travaillent cet aliment. Voilà, on voit un peu les couleurs qui réapparaissent. Après, ça dépend un petit peu la période où vous venez, hein. À partir comment dire, de fin janvier, début février, on a déjà une belle alternance jour-nuit, hein, parce que l'hiver, à partir du mois de décembre-janvier, sont les mois où il y a le moins d'ensoleillement, hein, 4 heures de pénombre, hein, au niveau de Tromsø, le 17 janvier, le soleil ressort au-dessus de l'horizon, sinon c'est la nuit polaire. C'est vrai que les journées sont quand même déjà assez courtes, que fin janvier, on arrive déjà à des journées de 6, 7, 8 heures d'ensoleillement, plus les périodes où le soleil il est encore rasant. Ça fait qu'on a quand même pas mal de choses à faire durant ce laps de temps. Mais surtout, ne vous fatiguez pas trop parce que la quête et la patience de l'aurore boréale, ça se mérite. Alors malgré tout, hein, comme je vous ai dit, l'équipage et les guides, on surveille, alors pas toute la nuit, hein, parce que le lendemain, il faut quand même qu'on soit paré à repartir dans nos zodiacs et chausser les raquettes. Mais en tout cas, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, on veille les aurores boréales et puis dès qu'il y en a un beau phénomène, on vous appelle assez rapidement. Mais comme je dis souvent, hein, les aurores boréales les plus belles qu'on voit, c'est celles qu'on a attendues. Parce que même s'il y a un guide ou un marin qui surveille l'aurore boréale, c'est lui qui verra la plus belle parce que des fois, elle dure quelques secondes, quelques minutes. C'est un flash qui arrive, d'un coup, le ciel s'embrase. Le temps de sortir, de se réveiller un peu de la cabine, bah, des fois, ça s'est arrêté. Que ceux qui patientent, qui attendent jusqu'à minuit, minuit et demi, bah, c'est eux qui ont la chance de voir les plus d'aurores boréales et les plus belles.
Encore quelques villages, hein, les anciens villages de pêcheurs, hein, les rohrboer, les cabanes de pêcheurs sur pilotis, hein, vraiment des cartes postales de ces régions-là. Voilà quelques observations aussi d'autres mammifères marins, comme là les phoques marins, souvent on observe. Alors en mammifères marins, ça dépend un petit peu de la saison et de la zone que vous choisissez en Norvège. Comme je vous ai dit, entre les Lofoten, le Cap Nord, les Lingen, on peut voir quand même assez régulièrement des baleines, aussi bien des odontocètes, des baleines à dents, dauphins, on va dire vulgairement, ou plutôt des baleines à fanon, comme baleines à bosse, petits rorquals. Et aussi après, on peut voir des orques. Là, ça va être la pleine saison jusque mi-février. Puis après, ça commence un peu à se calmer. Mais toute l'année, on peut observer des baleines, aussi bien en plein hiver où là c'est l'optimal parce qu'ils viennent se nourrir justement des lieux noirs, des harengs, des cabillots qui viennent se reproduire dans les fjords. Et après en été, on peut voir des groupes soit résidents, soit des migrateurs qui passent comme ça, mais qui sont que de passage. Au mois d'août, j'ai déjà observé des orques, des cachalots, des baleines à bosse au nord de la Norvège. Ça, c'est le petit village de Nusfjord qui est classé monument historique, village historique, hein, il y en a plusieurs comme ça. Le village de la Noisette, avec le gros rocher qui est derrière, hein, c'est un peu comme une grosse noisette posée au milieu du fjord. Un petit peu des petits circuits. Alors, on vous fait visiter un peu les petits musées qu'il y a. Souvent, il y a des petits musées un peu ouverts. Ici, par exemple, il y a une petite shop où dedans, on voit plein de pièces historiques sur les pêcheurs d'autrefois. Alors ça, c'est une belle église style Dragon Style, Gravdal. C'est un petit, déjà une petite ville. Et là, j'aime bien faire. Bon, là, on la voit la photo de jour, mais j'aime bien la faire de nuit parce que des fois, bon, vu que des fois vers début de saison, vers 17 h, il commence déjà à faire bien le soir. On part avec nos annexes, un peu commando, en pleine nuit avec les frontales, les grosses lampes et le projecteur du bateau qui nous éclaire le chemin. On fait un débarquement sur la plage et quand on arrive au niveau de l'église, bah, elle est toute illuminée et de voir cette énorme église en bois, une des plus hautes des Lofoten, de nuit tout éclairé, c'est assez impressionnant. Voilà encore quelques belles lumières. Quelques beaux points de vue, hein. Alors, toutes les photos sont des photos que j'ai fait lors des séjours, hein. Il n'y a pas besoin d'un gros niveau physique, hein, comme je vous ai dit, hein. Il y a une centaine de mètres de dénivelé. Ce sont des itinéraires assez faciles avec les raquettes à neige maintenant qu'on a depuis déjà quelques années. On arrive à faire quelques beaux tours, juste profiter de la neige. On vous parle un peu de la nature, de la nivologie justement, de tout ce qui est manteau neigeux et autres observations possibles. Des fois, on peut voir aussi des lièvres, des élans qui broutent un peu comment dire, les bourgeons un peu des bouleaux ou autres feuillus en attendant le printemps. Alors c'est très calme, hein, les villages norvégiens à cette époque sont souvent des villages secondaires où les gens viennent durant l'été à la belle saison. Et là c'est tout tranquille, on voit quelques retraités qui se baladent soit à pied, soit à motoneige ou avec leur luge. Leurs luges traditionnelles, hein, qui servent un peu comme déambulateurs, moi j'appelle ça. Des fois, quand ils sont sympas, ils nous les prêtent et on peut s'amuser sur les routes englacées, enneigées avec ça. Et ça aussi, c'est pas mal dans le matériel prêté. On vous prête aussi des petits crampons qu'on met sous les bottes. Parce que là-bas, ils salent pas, ils mettent pas de sel sur les routes, parce que sinon il y aurait trop grosse quantité de sel qui viendrait après abîmer la nature. Et ils laissent glacer, ils mettent des gravillons. Et quand nous on vient se balader, bah, avec les crampons bien piquants, on adhère bien sur les routes et ça évite de faire des chutes de plein pied. Et on prête aussi des bâtons. Voilà quelques photos encore de pêcheurs qui reviennent du large. Alors ça, la pêche, c'est un peu la pêche miraculeuse, hein. Quand il y a l'occasion de pêcher, moi j'aime beaucoup ça. Et combien de fois on a fait des parties de pêche où on arrive au-dessus d'un banc de harengs ou de lieu noir et puis là on met les hameçons à la mitraillette, hein. C'est pas une mitraillette avec des cartouches, mais c'est un long fil où dessus il y a plein de petits crochets, quelques petits leurres. Et là, quand on est sur un banc de poissons, là, en quelques dizaines de minutes, on en sort des fois des dizaines de kilos. J'ai vu dans les participants
à cette conférence-là, il y avait quelques personnes avec qui j'ai fait ces parties de pêche et je pense qu'ils ne pourraient pas me contredire. Hop. Là, on voit un peu les tournées des villages tous aussi paisibles les uns que les autres, hein. C'est un peu un moment aussi où on se ressource. La Norvège, en hiver, c'est quand même assez incroyable. C'est quiétude, en plus avec la neige qui absorbe tous les sons, c'est assez calme. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de circulation là où on va, il y a peu de monde, il n'y a pas de frénésie. Ça fait que c'est vraiment, on vit au jour le jour en guettant tous les soirs les aurores boréales. Je vous ai remis encore quelques photos. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, on voit, c'est de nouveau à bord du bateau, parce qu'on voit que comment dire, les étoiles sont un petit peu floutées. Oui, c'est quand même des moments assez incroyables. Et ça, c'était pas l'optimum de la période aurorale. Alors là, j'ai hâte de retourner cet hiver en Norvège parce que ça va être quelque chose quand même d'assez incroyable, hein, parce que vu ce qu'ils annoncent les prochains jours, hein, il y a des applications. Ça aussi, c'est intéressant sur les téléphones de tout ce qu'a dit Christophe. Ouais, je le vois qu'il bouge un peu le nez. Peut-être les applications sont pas très précises, mais ça donne une idée. On peut voir les taches solaires où dessus, on peut justement savoir à quelques jours près s'il va y avoir une belle éruption et si on va avoir de belles aurores boréales. Mais après, même avec ces applications, le seul moyen de voir une belle aurore boréale, c'est de sortir dehors et d'observer le ciel. Parce que des fois, ils annoncent des grosses aurores boréales, il n'y a rien du tout qui se passe. Et combien de fois ça m'est déjà arrivé où là, ils annoncent un niveau capé, alors ça, on en reparlera de ces niveaux d'observation d'aurore boréale, 1, 2, et puis là, le ciel devient vert, rouge, toutes les couleurs possibles. C'est vraiment assez incroyable, alors qu'ils avaient annoncé des prévisions plutôt faibles. Ah, voilà un des villages est Lingen, certainement mon village préféré en Norvège, Amnes, le village, comment dire, de la quiétude, un peu le port, Avnes, l'Havre, Havre de paix. Et voilà, ce sont les plus belles photos que j'arrive à réaliser. C'est sur le petit ponton qui a été créé exprès pour ça. Et vous avez comme premier plan les Alpes de Lingen. Et c'est toujours important d'avoir un beau premier plan parce que ça permet d'avoir quelque chose qui égaye l'œil. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors souvent, on se dit, oh, il y a la pleine lune, elle va nous gêner à faire de belles photos, observer les aurores boréales. Bah non, ça c'est un soir de pleine lune. Et quand il y a vraiment de grandes intensités d'aurore boréale, si c'est une faible aurore, ça c'est sûr que la pleine lune va vous gêner un petit peu. Mais quand il y a une belle aurore boréale, même la pleine lune n'est pas assez puissante pour venir effacer le jet de lumière créé par les photons et l'excitation des atomes et des molécules. Voilà un petit peu une belle série de l'aurore boréale qui bouge dans tous les sens, qui se torsade, qui est en spirale. Alors là, on est passé sur une autre observation depuis le bateau. On le voit tout de suite, hein, dès que les étoiles sont nettes. Ici, on le voit bien, c'est à quai. Et là, les étoiles bougent, c'est sur le bateau. Mais bon, l'avantage quand on est sur le bateau, c'est dès qu'on a un peu froid, on rentre vite à bord et puis on se boit un bon café avant de ressortir dehors. Bon, après, les photos, c'est bien, hein, mais le top du top, c'est de les voir avec ses yeux, hein, parce que là, vous n'avez pas l'ambiance, le froid qui vient vous engourdir les doigts, le mouvement, c'est un peu cette excitation, parce que vu que c'est un phénomène qui est imprévisible, on ne peut pas vraiment savoir. Je trouve que c'est un petit peu comme tous ces phénomènes, les orages, les glaciers, les volcans, c'est assez unique, c'est assez rare. Et même moi, j'ai vu des aurores boréales assez régulièrement, hein. Je pense Christophe en a vu beaucoup plus que moi, et certains d'entre vous là qui nous écoutent en ont vu beaucoup, énormément aussi. Mais dès qu'il y en a une, c'est l'excitation. C'est vraiment quelque chose d'unique. Chaque aurore boréale est différente. Chaque moment est la quête, la patience. On n'est pas sûr. Peut-être qu'il va faire mauvais temps. Peut-être qu'il va y avoir des nuages. Peut-être que le flux qui a été comment dire prévu ne va pas venir. Et quand tout arrive, bah, là c'est l'extase. On reste un petit peu bouche bée et on profite de ce phénomène incroyable. Ah bah je crois que c'est la dernière. Et bah voilà.
Du coup, Merci. j'espère vous voir cet hiver et on vous expliquera tout ça en détail et surtout on les observera ensemble. Merci Xavier pour cette intervention qui nous a, je pense, un peu tous donné envie d'aller observer ces phénomènes célestes. En tout cas, moi, ça me dit bien. Christophe, on a été coupé tout à l'heure. Je ne sais pas si tu Oui, oui, voulais ouais, j'ai vu ça. rajouter J'ai quelque réussi à chose. non, non. Alors j'ai rattrapé assez vite. Xavier a très bien décrit ça. C'est vrai, j'ai rigolé un peu à propos des applications. J'ai un exemple. Par exemple, on était avec des amis dans un chalet en territoire semi-finlandais. Et puis notre ami avait trouvé une super application, Space Weather Live, par exemple. Et puis elle était crochée sur son smartphone. Et puis en fait, comme avec ma femme, on est fumeur, on a l'habitude de sortir régulièrement dehors. Les aurores étaient dehors. Donc, comme l'a dit Xavier, c'est beaucoup mieux de sortir, même s'il y a des nuages. La météo est très très changeante, ça peut être très rapide. Les nuages peuvent partir d'un coup de vent, donc il faut toujours être optimiste et puis observer et rien que observer les étoiles dans des contextes pareils, c'est tout à fait extraordinaire. Donc les applications, c'est vrai que moi je regarde des appareils qui sont plutôt en temps réel parce que les applications c'est souvent des statistiques, hein, des prévisions par des statistiques, des pourcentages de chances que ça arrive, mais ça reste des statistiques. Donc, moi, j'ai mes quelques instruments qui traduisent de l'activité électromagnétique, donc ce vent solaire, ces électrons qui arrivent dans l'atmosphère. Ça peut se mesurer au niveau du sol. Et puis, ça peut même provoquer des perturbations électromagnétiques. C'est pour ça qu'il y a autant d'études. C'est pas que pour le tourisme de prévoir au plus juste les aurores. C'est aussi que ça perturbe les communications radio, par exemple. Hein. Il peut y avoir des blackouts et puis les capitaines de ces quelques bateaux pourront vous raconter hein, qu'ils ont des grésillements, des blackouts. Ça leur arrive à cause de l'arrivée de ces particules électriques. Donc voilà, c'est le mieux, c'est d'aller surveiller soi-même et de Voilà, profiter du spectacle nocturne. exactement. Écoutez, je crois on a eu pas mal de questions auxquelles on a pu répondre directement dans le chat. Il y a eu une question à laquelle on n'a pas répondu, mais c'est plus d'ordre technique. C'était pour toi, Xavier. Est-ce que tu as des gants à conseiller pour les photographes dans le froid? Je sais pas, moi je n'en mets pas dans le froid, mais est-ce que toi tu Ah, en mets? les gants, alors le top, souvent je vois des gens avec des mitaines, ce sont des gants où on peut enlever le bout des doigts. Comme ça, on a toujours le doigt qui est flexible et puis alerte pour pouvoir déclencher l'appareil photo. Ou sinon, après, c'est des gros gants et dessous des sous-gants pour pouvoir avoir quand même un peu de dextérité quand on manipule son appareil photo ou son téléphone. Oui, pareil, moi, c'est les sous-gants et puis une paire de gants polaires par-dessus. Donc, je suis resté à l'argentique et puis c'est beaucoup plus facile, un appareil tout mécanique. Donc, pas de problème de batterie parce que si vous avez des batteries, ben, s'il fait moins 30 degrés, il faut garder des batteries de rechange. Parce que sinon ça se décharge très très vite par le grand froid. Je vois dans le chat, oui, des chaufferettes, par exemple. Et donc l'avantage avec l'argentique, avec l'appareil mécanique, c'est que même avec des gants, on arrive à recharger la pellicule. Voilà. Et puis là, je sais pas si j'arrive à partager une petite photo à propos de pellicule. Mes derniers essais pour partager avec vous, je me suis mis au noir et blanc. Donc j'essaye de vous envoyer ça sur le chat si ça marche. Juste en attendant, là, je voyais une photo. Oui. Quel type de téléphone mobile là pour pouvoir faire les photos? Alors moi, souvent, j'ai vu des personnes, les plus belles photos d'aurore avec un mobile, c'était des iPhones. Alors je sais pas lequel c'était pas le tout dernier, hein,
peut-être les 3 derniers iPhone sont très bien. Et il y avait aussi tout ce qui était les Galaxy, ce genre de téléphone. Il faut quand même ouais, un téléphone de bonne qualité. Après, j'ai pas assez de recul là-dessus. Souvent, moi, celle que j'ai vue, c'est faite avec les iPhones, c'était le mieux. Après, bon, l'iPhone, il a un traitement de l'image qui est assez rapide et il flatte énormément les photos. Ok, très bien. Bah, écoutez, voilà, comme je disais, hein, il y a eu pas mal de photos de questions, pardon, auxquelles on a répondu directement dans le chat. Je voulais juste dire un petit mot quand même sur votre livre, Christophe, que vous avez écrit et sur lesquels on retrouvera donc beaucoup votre intervention évidemment, mais d'informations que vous n'avez peut-être pas eu le temps de terminer, comme on a été un petit peu coupé. Donc voilà, pour les personnes qui auraient été peut-être un petit peu frustrées par cet arrêt de l'intervention, on peut retrouver le livre. Je ne sais pas si vous voulez en dire un petit mot peut-être. Non, vous avez tout dit. Dans le livre, on y trouvera ce qui manquait un peu à la fin de la conférence, c'est comment on arrive à les prévoir, parce qu'on parle d'applications pour les prévoir et tout. Simplement en mesurant la vitesse du vent solaire, déjà on a une très très bonne information entre une éruption solaire et l'arrivée des aurores. On compte entre 1 et 4 jours. Voilà, à titre indicatif, et toutes ces informations sont dans le livre. Vous comprendrez encore mieux le phénomène. Voilà. Alors, le livre il a 10 ans maintenant. Il va être réédité, on va réactualiser les dernières découvertes. Mais il n'y a rien il est toujours actuel. Voilà. Et puis, il y a toutes les dernières découvertes de l'ESA, de la NASA, qu'on peut y rajouter, et puis d'autres photos. Voilà. Donc, courant 2024, Christian peut certifier là sur le chat, parce que je vois qu'il est en ligne. Voilà. Donc, je vous ai mis, si vous voulez retrouver le livre, hein, le lien de notre librairie sur lequel vous pouvez retrouver le fabuleux livre de Christophe Pérez, qui finira donc de tout vous dire sur les aurores boréales et australes. Écoutez, si tout le monde a terminé, s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Je vous informe juste que vous pouvez toujours nous suivre à travers nos réseaux sociaux, donc avec Instagram, vous pouvez voir nos magnifiques photos et vidéos tous les jours. Facebook aussi, où vous pouvez retrouver nombreux de nos articles qui sont très souvent rédigés par nos guides. Donc, il y a de nombreux articles qui sont publiés sur Facebook, mais aussi sur notre magazine en livre, notamment à propos des aurores boréales, des articles très intéressants. Et puis, vous pouvez toujours retrouver nos vidéos et nos replays de conférences sur notre chaîne YouTube Grands Espaces. Voilà, donc ça, c'est pour continuer à nous suivre un peu plus loin et après ces conférences et ces voyages. Merci à tous. Merci à vous deux déjà d'être intervenus ce soir, Christophe et Xavier. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous tous participants qui étaient encore nombreux ce soir, beaucoup de fidèles. Donc, ça fait très plaisir de vous retrouver pour tous ces webinaires. La prochaine conférence en ligne sera la semaine prochaine, mardi 5 décembre à 18h30 sur l'Afrique australe. Merci encore. Très belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.